Retrouvons pour la neuvième partie de cette série de vidéos consacrée aux prévisions et prédictions 2019 et pour les années futures. Donc nous allons cette fois-ci nous atteler à un gros morceau puisque nous allons parler des questions internationales. Et alors bien évidemment, ça va être difficile d'aborder le thème de chaque pays, de voir la problématique qui pourrait survenir dans les années qui arrivent pour chacun des pays. Par contre, on va essayer de se concentrer sur certains d'entre eux dont il y a des chances qu'on en entende parler et qui puissent influencer énormément notre quotidien à nous en tant que Français et en tant qu'Européens. Comme vous le savez, nous sommes dans un village monde et ce qui se passe à l'autre bout de la planète, eh ben, ça a une incidence directe ou indirecte avec nos vies à tous et de plus en plus aujourd'hui et davantage encore sur cette année 2019 qui sera une année jupitérienne du Sagittaire, le signe dédié aux affaires internationales, aux relations avec l'étranger, aux voyages, et tout ce qui concerne l'expansion et l'ouverture de l'esprit. Avant d'entamer cette partie, qui sera assez longue, je voulais revenir sur ce que j'avais dit précédemment, puisque quand je vous ai fait l'annonce de la huitième partie, je vous ai parlé des cataclysmes, des catastrophes environnementales, climatiques, et j'avais également ajouté les catastrophes technologiques. Je vous avoue que je ne me suis pas penché beaucoup plus que ça sur la question, parce que c'est vrai que chaque année, eh ben, on a notre lot, de toute manière, de catastrophes aériennes, bien malheureusement. Alors, c'est vrai qu'il y a des années aussi, il y a des particularismes, comme par exemple une année où on a eu, je crois que c'était soit 2013 ou 2015, de mémoire, je vous dis ça comme ça, on avait eu une série, on avait eu des catastrophes ferroviaires. Et là, récemment, on a eu aussi des ponts qui se sont écroulés. Donc là, d'ailleurs, on retrouve bien les structures anciennes avec Saturne, alors notamment Pluton, parce que Pluton est en transit en Capricorne, le signe des structures. Donc depuis un petit moment, et là maintenant, on a Saturne aussi qui est venu s'ajouter depuis fin de l'année 2017, et donc qui va nous accompagner encore sur l'année 2019 et également l'année 2020. Et c'est vrai que le Capricorne, c'est un signe qui est lié au Royaume-Uni, en fait. Si vous établissez le thème, là je me fie bien sûr aux sources d'astrothème. C'est vrai que chaque pays peut avoir après deux thèmes, mais voilà, je me base moi par rapport à astrothème. Et c'est vrai que souvent ça tombe plutôt juste. Donc là, le Royaume-Uni, c'est un signe, un thème Capricorne, ascendant Balance. Et donc on aura les deux, on a Saturne et Pluton qui sont en train de se former un cycle, qui sont en train de se rapprocher progressivement et qui vont atteindre leur paroxysme, en tout cas leur conjonction exacte, le 13 janvier, autour du 13 janvier 2020. Et donc ça mettra très certainement le focus, et on le voit déjà, y compris avec la sortie, le Brexit, puisqu'on va beaucoup parler du Royaume-Uni forcément sur cette année 2019, puisque le Brexit est programmé, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Mais là, je voulais vous parler d'un problème qui pourrait survenir sur l'Eurotunnel. Alors pourquoi y aurait-il un problème? Forcément, ça peut être une intuition, mais aussi quand je me base par rapport aux cartes du ciel. Donc là, je viens de vous parler de l'Angleterre, où on a le focus effectivement sur Saturne-Pluton, donc dans le signe du Capricorne, donc le signe qui est lié au Royaume-Uni. Et puis on a également Uranus, qui est dans le signe du Taureau. Or, l'inauguration de l'Eurotunnel s'est faite sous le signe du Taureau le 6 mai 1994. Donc voilà, il pourrait y avoir éventuellement un problème, soit technologique, un dysfonctionnement ou un acte de malveillance, voire plus. Voilà un petit peu le ressenti. Et pourquoi je vais vers cette thèse-là, c'est aussi parce qu'on a Jupiter en Sagittaire, qui est en opposition avec le Gémeaux, qui est le signe lié au transport, au mouvement, à la mobilité et au transport. Donc on verra si l'avenir nous dira que nous avions eu juste ou que nous avions fait fausse route. Alors cette année 2019 pourrait selon moi être un véritable tournant. C'est une année pivot pour basculer vers d'autres rapports de force sur le plan géopolitique. Donc comme vous le savez, les États-Unis ont longtemps fait la course en tête, ont figuré parmi les deux grands, notamment dès l'époque, début du XXe siècle. Ils ont émergé sur la scène internationale. Ils ont relégué les pays européens au rang de puissance moyenne, voire mineure.
Et puis ensuite, on a eu ce bras de fer à distance entre la Russie, enfin c'était l'Union soviétique à l'époque, jusqu'à ce qu'il s'écroule. Et ensuite, on a eu un cavalier seul, des États-Unis, avec les excès que ça l'a comporté. Donc qui sont encore d'ailleurs, dont on subit encore les dommages collatéraux. Et donc on voit que les États-Unis, donc on regardera tout à l'heure, on rejettera un coup d'œil à la carte du ciel des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas lâcher leur leadership, leur hégémonie. Et là, l'époque où ils étaient vraiment le plus, à leur summum, on va dire, à leur maximum, c'était à l'époque où on avait Pluton dans le signe du Sagittaire. Alors, également le signe du Scorpion, puisque en fait, le thème des États-Unis, c'est un thème Cancer, ascendant Sagittaire. Et donc, à l'époque où on avait Pluton en Scorpion, oui, en Scorpion, en Trigone au Cancer, donc là, ils étaient vraiment au sommet. C'était l'époque Ronald Reagan notamment. Ensuite, ça s'est poursuivi justement avec Pluton en Sagittaire, là aussi. C'était vraiment la toute-puissance des États-Unis, d'autant qu'on a eu la Russie qui s'est écroulée depuis fin des années 80, 89, 90, avec la chute du mur de Berlin en 89, puis surtout 91, donc l'écroulement. Et là, depuis, il y a la régénération. Donc, on voit la Russie qui se régénère, on voit des pays qui émergent aussi, qui étaient des puissances voilà, qui étaient en train d'émerger, et puis qui deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus omnipotentes, comme la Chine notamment. Donc là, on assistera à un véritable tournant à l'horizon. Donc maintenant, 2020, on y est, sous ce cycle Saturne-Pluton. Donc c'est vraiment la Chine qui pourrait prendre le pas désormais, notamment. Il y a la Chine et également la Russie qui vont prendre de plus en plus le pas, ou en tout cas qui disputent le leadership des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, ils feront feu de tout bois, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils avaient déjà d'ailleurs anticipé leur déclin. Vous voyez que ces gens-là, ceux qui dirigent l'administration américaine, ce qu'on appelle les faucons de Washington notamment, qui sont à la manœuvre, ils ont un plan établi de longue date. Ils savaient que dans leur modèle économique, qui a été imposé au monde, avec le dollar et puis le système d'argent-dette, qu'à un moment donné, ça allait atteindre son summum, si vous voulez. Non seulement le summum, mais surtout la limite. Une certaine limite comme un plafond de verre, et qu'après, ça allait finalement s'écrouler quelque part. Donc il fallait qu'ils établissent des bases, il fallait qu'ils nettoient un terrain. Voilà, ils ont tout un agenda, si vous voulez. Et donc là, on y est, effectivement, ils avaient anticipé, et c'est pour ça qu'ils se sont beaucoup focalisés pour nettoyer en fait la zone du Moyen-Orient notamment, une zone stratégique sur le plan géopolitique et sur le plan aussi des richesses, des ressources notamment pétrolières, gazières. Et donc c'est surtout dans cette partie du monde que les choses ne vont pas. Et puis il y a aussi les visions qui sont différentes. Les États-Unis donc veulent bien entendu garder leur hégémonie, être les seuls grands. Et puis on a bien sûr les nouveaux pays voilà, qui sont de plus en plus puissants sur la scène internationale, qui contestent ce leadership. Donc la Russie, la Chine, l'Inde aussi, on a le Brésil aussi d'une certaine manière. Voilà, il y a plusieurs grands pays, grands blocs qui sont là et qui eux veulent plutôt qui ont plutôt une vision multipolaire. Voilà, multipolaire. Après, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que chacun des dirigeants, chaque dirigeant de chacun des pays, il n'y en a aucun qui est gentil, vous voyez, aucun qui est... Parce que je vois des gens, des fois, par exemple, qui sont pro-Trump, pro-Poutine, etc. Sachez une chose, que ces gens-là jouent dans leur cours à eux, et le peuple après subit. C'est le peuple qui subira à chaque fois les dommages collatéraux. Il subit voilà, constamment les décisions de ces grands dirigeants. Et si jamais il y a des guerres, des conflits qui éclatent, les dommages, ce sera pour nous. Alors bien entendu, quelque part, d'ailleurs, on a, nous, ce problème, vous voyez, le problème de l'essence, les gilets jaunes qui ont poussé un grand cri de colère, et donc ils sont descendus dans la rue par rapport à ce prix de l'essence, donc qui est élevé. On sait aussi que c'est par rapport surtout aux taxes, mais forcément dans le futur, on sait aussi que l'approvisionnement peut se tarir, s'il y a un conflit par exemple qui éclate prochainement au Moyen-Orient.
plus grave, hein, puisqu'il y a régulièrement des tensions, ça aura forcément, quoi qu'il arrive, un impact. C'est pour ça que je dis, il faut aussi penser à changer quelque part, à réorganiser son mode de vie par rapport à toutes ces tensions, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, hein, dans le monde, parce que les gens gardent certaines habitudes. Nos dirigeants aussi nous ont habitués, quelque part, sans notre assentiment, mais ils nous ont fait avaler la pilule comme ça, en allant parfois s'engager dans des guerres illégales, dans des guerres pour aller tuer des gens, pour aller finalement nous permettre, hein, comme les États-Unis notamment, ils justifient ça en disant que c'est aussi pour le peuple, pour qu'il continue finalement à avoir un mode de vie énergivore, hein, de surconsommation, et avoir un certain confort, bien entendu. Donc, mais là, on voit que c'est au détriment, hein, du reste de la planète. Donc ça, à un moment donné, ça ne peut pas être toujours possible. Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours des cycles, hein. Il y a toujours des puissances qui sont hégémoniques pendant un certain temps. Hein, on a vu l'Empire romain, par exemple, qui a été balayé. On a vu l'Empire, une époque arabo-musulman, l'Empire des Vikings, etc., hein. Chaque période de l'histoire a été marquée par des continents ou des pays qui ont dominé le monde, hein. Voilà, c'est un peu l'histoire de notre humanité qui se renouvelle et à chaque fois c'est comme ça. Donc c'est pour ça, c'est pour vous dire que dans le futur, si jamais, parce que c'est un peu ce qui est en train de se profiler à l'horizon, la Russie, la Chine, moi en tout cas je vois comme ça, hein, qui prennent le pas. Alors il ne faut pas non plus complètement se réjouir parce qu'ils peuvent très bien aussi avoir un mode de fonctionnement qui peut être autoritaire, rebattre les cartes, et ça peut, forcément, ça aura des conséquences, hein, sur nos pays qui sont les pays du continent, du vieux continent, qui est en train, effectivement, qui est en plein déclin d'une certaine manière par rapport à plein de choses, par rapport aux problèmes migratoires, par rapport aux problèmes économiques, par rapport à de nombreux événements. Alors, les États-Unis, on va parler des États-Unis, ben oui, comme je le disais, ils vont continuer à perdre du terrain, mais ils n'hésiteront pas justement à faire feu de tout bois pour conserver leur place de leader. Ils ont de moins en moins les moyens financiers, hein, de leur politique belliciste, hein, séculaire, avec un taux d'endettement, hein, dont j'ai rappelé 20 000 milliards de dollars. Donc il y a aussi une grande pauvreté, hein, un quart monde là-bas. On a des gens, c'est le pays du paradoxe, hein, le pays du gigantisme, où on a, voilà, hein, donc des gens qui sont très très riches et puis des gens qui sont extrêmement pauvres, hein. C'est le grand écart. Aux États-Unis, on voit que les gens de plus en plus, ceux qui sont très pauvres, hein, on voit que la situation devient de plus en plus alarmante, de plus en plus dramatique, hein. On voit que il y a des gens qui, enfin, dans certaines catégories de population, on retrouve une espérance de vie qui est extrêmement basse, hein, qui tourne parfois autour des 60, 65 ans, hein. Voilà, on voit des gens qui ont 80 ans, qui poussent encore un caddie, qui travaillent. On voit dans certaines régions, certaines villes entières, hein, qui sont peuplées de tentes. Alors, je ne sais pas si eux, là-bas, ils ont la marque Quechua. Je pense pas, je pense que c'est une autre marque, mais c'est assez hallucinant. Et puis, vous avez de l'autre côté bah, des gens qui continuent à se draper dans la soie et à rouler dans des grosses voitures, etc. Donc là, ça peut pas aller. Et voilà, ce que je ressens, moi, c'est que les États-Unis, on regardera par rapport à la carte du ciel, sont en train effectivement de décliner et ils poussent les pions, ils continuent quand même, puisque le dollar, hein, il n'est pas encore complètement mort, même si on voit que la position du dollar est contestée et qu'on voit que la Russie et la Chine achètent d'ailleurs de plus en plus d'or pour se débarrasser justement pour essayer justement de contourner, hein, cette hégémonie et pour essayer aussi de tirer leur épingle du jeu. Voilà, mais on voit que moi je pense que sur l'année, avec Jupiter notamment en Sagittaire et cette dissonance à Neptune, ça risque de provoquer des dégâts au niveau intérieur notamment, où il pourrait y avoir des cessations de paiement ou des grosses difficultés, hein. Je sais que là-bas, ils n'ont pas, comme nous, il y a eu, hein, une tentative d'embryon de sécurité sociale, etc. Mais ils ont quand même des fonctions régaliennes aussi, hein. Ils ont des policiers, ils ont des agents hospitaliers, etc. Des agents qui sont payés par l'État. Et il pourrait très bien y avoir, hein, des gens qui ne sont pas payés, ou on pourrait avoir des gens qui se révoltent, hein, par rapport à tout ça. Donc, pour rapport à leur situation intérieure, donc je vois également, je vous l'avais dit, hein, donc il pourrait y avoir un début de conflit civil qui pourrait naître dans les années qui arrivent.
Donc là, on va regarder après à quelle période, hein, quand on va jeter un coup d'œil sur la carte du ciel. Et puis on sent aussi que derrière, il y a forcément toujours, hein, il tire les ficelles, donc pour essayer quand même de continuer à être hégémonique, notamment. Donc là, je voyais plutôt du côté de l'Extrême-Orient, du côté de la Corée du Nord et la Corée du Sud, on va en parler tout à l'heure. Mais parce que là-bas, ce pays, notamment la Corée du Nord, hein, renferme hein, des richesses, notamment ce qu'on appelle les terres rares, qui désignent hein, différents matériaux et groupes de métaux stratégiques qui servent à fabriquer nos moyens modernes maintenant de communication, donc les smartphones, les tablettes. C'est un peu hein, le nouveau pétrole, hein, quelque part, du 21e siècle. Alors, nous voici sur le thème des États-Unis, 4 juillet 1776, 16h50, Philadelphie, Cancer, ascendant Sagittaire, avec Lune en Verseau. Donc voilà, donc les États-Unis, donc on va avoir forcément Jupiter hein, qui va se positionner ici, donc qui va actionner, qui peut actionner, vous voyez, Mars-Uranus, hein. Donc sur cette partie-là. Donc c'est vrai qu'après ils ont moins les moyens, eux, d'intervention militaire, contrairement à avant, moins de moyens financiers, mais par contre, bon, ils vont continuer à pousser hein, les pions sur l'échiquier. Et donc je parlais moi d'une possible, mais ça c'est beaucoup plus loin dans le temps, une possible guerre civile qui pourrait survenir plutôt au pourtour de l'année 2026. Pourquoi 2026? Parce qu'on aura une reproduction du cycle de Neptune, Neptune qui est en ce moment au milieu du gué en Poisson, qui va amorcer son transit en Bélier, donc au pourtour de l'année 2026. Et en fait, ça correspond, ce retour de Neptune en Bélier correspond à ce qui s'était passé le 12 avril 1861. On a eu justement le début hein, de la guerre de sécession. Voilà. Et à l'époque, il y avait Pluton en taureau. Donc là, en 2026, eh ben, on sera plutôt avec un Uranus qui finira sa course en taureau pour passer ensuite en gémeaux, hein. Comme à l'époque, hein, d'ailleurs, si vous replongez sur la carte du ciel de l'époque hein, de 1861, vous retrouveriez le jour J, hein, le jour où il y a eu ce terrible conflit fratricide qui a duré 4 ans, on a eu Mars-Uranus. Pareil, eh ben donc dans le futur, on aura Uranus hein, qui reviendra après 2026, après le 26 avril 2026, on aura Uranus qui basculera ensuite dans le signe du Gémeaux. Donc il va venir appuyer sur cette partie-là. Donc là, ça risque même avant, puisqu'on va avoir Uranus qui va attaquer, donc là, qui est ici, hein, d'accord, qui va attaquer assez rapidement, puisque Uranus va beaucoup séjourner avec des mouvements de rétrogradation, va séjourner autour du 5, 6e degré, etc. Donc là, on va retrouver un carré à la tête du dragon, le nœud nord de la Lune, qui symbolise le destin du pays. D'accord? Donc là, attention à cette période-là, et même beaucoup plus tard, vous voyez, on a la Lune noire également. Et puis ensuite, après, une fois qu'on aura Uranus en Gémeaux, là, attention les cataclysmes. Également, j'avais aussi dressé un dossier, vous pourrez le retrouver, je vais vous montrer ça sur mon blog, hein, où j'avais parlé aussi d'un possible grand séisme qui pourrait se produire. Donc ça, ce serait autour de 2026, pareil, 2026, 2027 peut-être, hein, voilà. Et puis on a également, au niveau du thème hein, des États-Unis, on a le retour hein, de Pluton, Pluton qui, au moment où les États-Unis ont émergé, hein, ont été tout puissants, ont commencé à émerger sur la scène internationale, c'était au début du XXe siècle, hein, et puis surtout au milieu du XXe siècle, avec la découverte de Pluton, la prédécouverte et découverte de Pluton en Cancer, justement, au moment, hein, notamment la découverte officielle, c'était au moment où le Soleil, hein, il y avait cette conjonction, quasi-conjonction avec Soleil-Jupiter, donc ça leur a donné beaucoup de force, hein, et ça a continué comme ça, mais là aujourd'hui, on retrouve Pluton qui est dans le signe opposé, donc il vient torpiller hein, donc, les États-Unis. Alors, Pluton va revenir dans sa position initiale, donc il aura vraiment fait tout le tour. Donc là, attention, tout en sachant que donc, Pluton, on va avoir aussi après Pluton qui va passer ensuite hein, en Verseau, donc là qui va être vraiment en opposition sur l'axe justement du signe du Lion, hein. Donc là, attention, attention. Disons qu'il faut toujours se méfier d'une bête, je dirais une bête mourante quelque part. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec les États-Unis pour moi. C'est une bête
qui est à l'agonie, mais qui n'est pas encore complètement morte. Donc attention, parce que c'est là où elle peut rendre les coups, et puis c'est un peu perdu pour perdu, on jette toutes les dernières forces, vous voyez, c'est ce que je disais, on fait feu de tout bois, là on retrouve bien hein, le caractère plutonien par rapport à ce nouveau monde-là, hein, Pluton. C'est vrai que les États-Unis sont quand même derrière beaucoup de sales coups hein, à travers le monde, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment je suis gentil hein, en disant ça, hein. Et donc c'est dû à ça aussi. C'est parce que c'est Pluton qui a donné, qui a fait émerger cette puissance. Donc là, je vous renvoie sur les séries de vidéos sur Pluton. On est rentré dans le détail, hein. Et donc c'est ça, le caractère plutonien, ce que j'explique, c'est que Pluton a cette prédisposition à tout détruire pour quelque part tout détruire et emmener ses adversaires avec lui pour reconstruire après sur du neuf. Donc ça, on l'a vu par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment détruire les puissances moyennes, voilà, pour après les asservir finalement, hein, les asservir, après leur prêter de l'argent, le plan Marshall, protection militaire, etc. Après en faire des États vassaux sur lesquels après on s'appuie, sur lesquels qui servent d'État tampon quelque part, vous voyez, c'est ça le caractère de Pluton. Donc attention aussi, parce que je dis ça, mais vous voyez, on va avoir quand même, je parlais des fragilités, hein, Uranus, donc il va attaquer le côté Lion, hein, d'accord, le côté Lion, donc en plus c'est la maison 8, oui c'est ça, c'est la maison 8. Hein, voilà, maison 8, donc attention, vous voyez, maison 8, on voit bien la crise, donc les grandes difficultés, mais on a toujours des soutiens aussi, hein. Uranus va continuer à soutenir pendant quelques temps encore, hein, vous voyez, le milieu du ciel en Vierge, et puis on a Pluton qui soutient encore le milieu du ciel. C'est pour ça que je vous dis, les États-Unis, il ne faut pas non plus les enterrer trop vite, hein. Mais voilà, et puis de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Quand on parle comme ça d'un pays en général, il faut faire très attention, il faut toujours bien distinguer ce qui donne à l'international, hein, la puissance qu'il dégage, même au niveau des agrégats, c'est souvent la croissance, etc. Après, il faut regarder aussi hein, d'autres indicateurs, notamment ce qu'on appelle l'IDH, hein, l'indice de développement humain, qui prend en compte, hein, qui fait un amalgame de d'autres agrégats, notamment l'indice, l'espérance de vie, ça peut être le niveau d'éducation, le taux de fécondité, etc., hein, le taux de mortalité infantile, etc., etc. Vous voyez, et là, on n'est plus du tout dans les mêmes... parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment juger est-ce qu'un pays est finalement puissant. Parce que là, c'est vrai que nos responsables, souvent, hein, ils vous parlent de croissance, voilà, ils vous disent des États-Unis, comme là, par exemple, Trump. Donc ça, on l'avait dit, hein, que Trump, il aurait quand même plutôt de bons résultats sur le plan économique. Et effectivement, c'est le cas, mais alors après, il faut voir à quel prix. Voilà, 4% peut-être de chômage, mais voilà, il faut voir le reste de la population qui est en train de crever, quoi. Hein, dont la plupart, dont beaucoup, en tout cas, je crois 90 millions, je vous dis ça de tête, hein, qui vivent avec des tickets de rationnement, hein. Donc voilà, attention. C'est pareil pour le Royaume-Uni. Voilà, il faut faire très attention aux chiffres, hein. Donc voilà un petit peu au niveau des États-Unis. Donc très toujours qui vont se battre bec et ongle hein, pour conserver leur position. Si on parle des États-Unis, on est obligé de parler de son leader, Donald Trump. Donc effectivement, Donald Trump, qui, j'avais dit, pourrait en tout cas avoir des problèmes. Au départ, j'avais pensé, comme beaucoup, je pense, un attentat sur lui, ou voilà, j'avais mis attentat ou crise cardiaque, hein, puisque le président ne semble pas, pour moi, avoir une bonne hygiène de vie. Puis c'est vrai qu'il est plus tout jeune, hein, et puis il est marqué par le lion. Il est soleil en Gémeaux, conjonction à Uranus. Donc c'est ce qui explique aussi son côté médiatique, hein, c'est le roi des médias. Sa volte-face aussi. Donc là, concernant maintenant un éventuel attentat ou destitution, cette hypothèse-là semble de moins en moins probable dans la mesure où, effectivement, là, il a pris tout le monde un petit peu à contre-pied puisqu'il avait annoncé que les États-Unis n'interviendraient plus. Donc il avait parlé de American First dans sa campagne, c'est-à-dire les Américains d'abord. Effectivement, oui, c'est vrai qu'au niveau économique, c'est ce qu'il fait, mais il continue quand même à interagir sur le plan international. D'ailleurs, il avait lancé des frappes en Syrie, etc. Et puis surtout, donc là on va parler après de la reconnaissance de la capitale de Jérusalem. Ça aussi c'est quand même quelque chose, hein. Voilà, le fait que Donald Trump ait eu cette reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, hein. D'ailleurs c'était sous le début du cycle hein, de Jupiter en Scorpion.
Et en plus, le jour sous un soleil en Sagittaire, hein, c'est-à-dire que c'était le 6 décembre, 5 ou 6 décembre de mémoire, hein, je vous dis ça comme ça, à vérifier, 2017. Donc on avait Jupiter qui venait de démarrer son cycle, hein, donc en Scorpion, et puis on allait avoir ensuite Uranus en Taureau, et c'est ce qui s'est passé. On a eu cette escalade, escalade de violence, hein, donc sur toute l'année 2018. Hein. Alors à l'époque, hein, j'avais titré «Les sondages se sont bien trumpés», mais je pense comme beaucoup, hein, d'articles. Effectivement, sondage, on voyait qu'ils annonçaient Donald Trump complètement à la ramasse et il arrive vainqueur, et puis à quelques heures près, puis le lendemain, bon, c'était l'électrochoc, etc. Là, après, c'est à se demander avec le recul, hein, si tout ça n'a pas été, encore une fois, un grand, grand mensonge, hein, en fait, où on nous a fait croire. Puisque quand on voit le retournement de situation, alors c'est vrai que ça, je l'avais dit, hein, j'avais bien expliqué que Donald Trump, hein, il était sujet avec Uranus, un sujet au volte-face, pour expliquer son côté provocateur, tendance à électriser le débat, vous voyez, c'est ce côté surprenant, hein, ce côté imprévisible, cette personne qui est libre aussi, qui veut s'affirmer comme étant libre, hein, qui tweet directement, qui ne fait pas confiance à la presse, etc. Et en même temps, on voit que finalement, en tout cas sur le plan international, je pense qu'il a dû quand même bousculer beaucoup de choses là-bas, mais sur le plan international, finalement, il y a un prolongement de ce que voulait faire l'establishment, hein, notamment par rapport à leur désirata, leur velléité de vouloir faire la guerre à l'Iran. Alors voilà, c'est vrai qu'il tire, forcément, il tire les ficelles. Donc j'avais dit, hein, de toute façon, qu'il se montrera très imprévisible, hein, puisque Uranus attaque fortement justement son thème. Hein. J'avais mis mi-mai, novembre 2018, par l'ascendant Lion et par Mars. Hein. Donc et Mars qui est la planète de l'action, la planète de la guerre aussi, en opposition en Verseau, donc qui serait imprévisible, versatile, belliqueux. Donc là, il est contraint, c'est ce que je mettais aussi, de donner le change à une administration, à un establishment très puissant qui domine encore le pays en coulisses. Hein. Voilà, et donc j'avais parlé aussi de cataclysme, donc ça après, je pense que les États-Unis, ils y couperont pas. Hein, ils vont encore avoir d'autres cataclysmes. Donc j'avais parlé d'un attentat possible dans une région qui peut être dans une grande ville, hein, soit du Middle West, soit ouais, l'Amérique profonde. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Donc on verra si ça se vérifie. Bien entendu, on n'espère pas quand il s'agit de mauvaises nouvelles. Et au niveau des cataclysmes, ça, il y en aura, hein, de toute façon. Au moment où on se parle, hein, quand on jette un petit coup d'œil à l'actualité, on voit tout de suite, hein, que le torchon brûle déjà. Moscou accuse Israël de violation grossière de la souveraineté syrienne après les frappes. Donc justement, ce qui nous permet aussi de faire l'introduction pour la transition pour nous parler du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, donc là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais forcément tout ce qui est tension, conflit, donc là ils resteront extrêmement forts, hein, encore plus forts peut-être avec Jupiter justement dans le signe du Sagittaire. On pourrait voir les conflits ethnico-religieux, donc ça je l'avais déjà dit l'année dernière, mais qui pourraient prendre une dimension encore plus importante. Donc cette boîte de Pandore là qui a été ouverte, qui a été exacerbée, répandue un peu partout, hein, qui est en train de disséminer, y compris, vous voyez, hein, aux portes de l'Europe, donc pour permettre finalement à certains États donc, de jouer double jeu et puis de tirer les marrons du feu des ressources, hein, pétrolières. Alors difficile, hein, forcément d'éteindre l'incendie maintenant qu'il a été allumé, et les victimes, ben, sont toujours malheureusement nombreuses, hein, et qui s'accumulent, et puis le conflit donc, pourrait atteindre son paroxysme, ce que je mettais dans les 2 années, donc là on y arrive. Et je voyais aussi un conflit avec la Turquie, donc là on a vu d'ailleurs dans la presse, ça c'est ce que je disais fin 2017, et effectivement on voit de plus en plus la Turquie élever le ton, y compris contre la France. Alors vous voyez, hein, son président Erdogan, donc présence, hein, militaire en Syrie, la Turquie enjoint à la France de ne pas protéger les Kurdes. Hein. Donc là on voit bien, hein, que vous voyez la Turquie qui lève le ton contre la France. Donc c'est un peu ce que je mettais, et je pense qu'il peut y avoir là du grabuge de ce côté-là. Hein. Il est important de nous arrêter quelques instants quand même pour comprendre, hein, le fond du problème, puisque là on va parler vraiment de la Syrie. Donc vous savez qu'il y a une guerre, hein, depuis maintenant un petit moment, depuis 2011, et cette guerre est malheureusement, comme souvent, une affaire, hein, de pipeline, de gaz, d'intérêt géostratégique.
Et donc, on va tout de suite approfondir un petit peu ou revenir un petit peu dans le passé pour voir pourquoi on a cette guerre, hein. Ce qu'il faut savoir pour remonter à l'origine du problème, hein, c'est que vous avez l'Iran, le Qatar, donc le plus grand champ gazier du monde, et l'Iran, en fait, hein, subissait, comme vous le savez, depuis longtemps, l'embargo, les sanctions internationales, et en fait ne pouvait vendre son gaz en Europe pardon, et aux USA. Et le Qatar a longtemps été très ami avec Bachar el-Assad. Donc c'est le fameux Bachar el-Assad, hein, que vous connaissez, qui est aujourd'hui détesté par la communauté internationale, et pourtant qui a été invité en grande pompe, hein, en 2008 aux cérémonies du 14 juillet par M. Nicolas Sarkozy en personne. Là, vous voyez la photo. Hein, il y a plusieurs photos où on les voit justement assister. Hein, voilà, il se serre la main sous le perron. Voilà. Et donc, pourquoi le président syrien était invité par la France? Parce qu'en fait, c'est le Qatar qui avait demandé à l'ancien président de la République de l'inviter. Et c'est vrai que le Qatar était jusqu'en 2011 le premier investisseur en Syrie. Et en 2009, donc le Qatar en fait propose un projet de faire passer le gazoduc, hein, selon un tracé bien spécifique qui partirait du Qatar, passerait par l'Arabie Saoudite et remonterait par la Jordanie, et enfin la Syrie puis la Turquie. Et donc tous les dirigeants à l'époque, ils étaient contents, et puis forcément ils se frottaient bien les mains. C'était notamment le cas de Erdogan, hein, le dirigeant turc, d'ailleurs qui traitait avec beaucoup d'égards, hein, Bachar el-Assad. Et la carte avec les différents types de projets, hein, les différents tracés, justement. Et donc, c'est vrai que le problème est survenu lorsque l'Iran a vu ça, en fait, pas un très bon œil. Parce qu'eux aussi, en fait, hein, ils étaient amis avec Bachar, comme avec les Russes. Et donc, en 2011, finalement, Bachar décide de faire ce projet de pipeline avec l'Iran et les Russes, mais pas avec le Qatar. Donc, le projet de tracé passe, comme vous pouvez constater, plutôt par la Grèce et non par la Turquie. Donc forcément, ça a fâché les Turcs, puisque en termes financiers, ils ne touchent pas. Quand vous avez le gazoduc qui passe chez vous, hein, vous avez de l'argent, vous touchez des royalties, hein. Mais surtout, le Qatar, hein, était censé aussi donner aussi leur protection militaire à l'époque à la Syrie, comme le fait, hein, du reste, hein, les États-Unis, ou le faisaient en tout cas jusqu'à présent, les États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Et donc, en revanche, voilà, ils ont fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont accordé donc le soutien plutôt aux rebelles d'Al-Qaïda, soi-disant plus modérés qu'il y a 15 ans, ou encore Al-Nosra, donc les fameux amis, hein, de Laurent Fabius, hein, qui étaient censés faire du bon boulot. Je vous passe la polémique, hein, à chaque fois, vous voyez, désintox, hein, 2017. Ça aussi, vous verrez à chaque fois des choses qui sont dites, et puis après, on revient dessus, on efface les articles, on change, ou on réécrit l'histoire. Donc ça devient de plus en plus récurrent maintenant, hein. Je vous laisse faire vos propres recherches, hein. Je crois que c'était d'ailleurs sous le signe du Sagittaire, 13 décembre 2012. Vous essayerez de retrouver, c'était dans Le Monde. Voilà, après, il faut voir justement si ça a été effacé. Il y a plein de vidéos, il y a des gens après qui repostent et puis ils se font striker sur YouTube, et donc là, vous pouvez retrouver ça. En gros, hein, en somme, le Qatar a armé toutes les factions rebelles pour déstabiliser le régime de Damas, c'est-à-dire le régime de Bachar, hein, pour le faire tomber, et pour faire passer, en fin de compte, ce fameux pipeline, coûte que coûte, quoi. Voilà, donc selon... il y a plusieurs, il y a plusieurs sources, hein, que vous pouvez retrouver, plutôt chez les Américains, Wall Street Journal, ou encore New York Times. Donc là, vous pourrez voir, hein, que la rébellion a coûté 3 milliards. C'est-à-dire que pour financer justement ces rebelles, hein, ceux qui sont appelés en tout cas les rebelles syriens qui étaient des terroristes, hein, en fait, ils ont été armés avec 3 milliards de dollars, donc pour déstabiliser le régime de Bachar el-Assad. Vous l'avez bien compris, c'est toujours une affaire, hein, de gros sous. Donc voilà, il y a des experts en armement américains qui sont venus former, hein, les rebelles pour combattre efficacement l'armée de Bachar. Voilà, ça c'est vraiment des sources officielles, vous pouvez rechercher sur le net, surtout du côté, vous voyez, les Américains, c'est ce qui est... Alors on peut les critiquer pour beaucoup de choses, mais c'est vrai que là-bas, la presse, il y a un peu de tout. C'est-à-dire là, vous pouvez avoir de tout et son contraire là-bas, alors que ici, vous voyez, c'est beaucoup plus muselé, hein, au niveau de la presse, hein. D'ailleurs, on l'a vu
j'en ai parlé, la France maintenant, elle se classe vraiment tout en bas, hein, autour de la 39e place en termes de liberté de la presse. Alors voilà, donc la Syrie, 16 septembre 1941 à minuit 1, donc Soleil en Vierge, ascendant Cancer, hein, c'est un thème Vierge, ascendant Cancer. Donc la Vierge, en fait, c'est vrai qu'elle a eu le thème à Mars, hein, en Bélier. Donc on voit que le milieu du ciel débute, hein, au début du Bélier, et donc on a eu Uranus, hein. À cette époque-là, si vous vous souvenez, on a eu d'ailleurs la série d'abord Les Printemps Arabes avec Uranus qui était encore en balance entre le Poisson et le Bélier. Puis ensuite, après en 2011, il est vraiment rentré de plein pied en Bélier. Et donc c'est à partir de ce moment-là, et vous voyez la topographie de la carte du ciel, hein, de la Syrie qui est effectivement extrêmement accidentée. On voit, là, ça va un peu dans tous les sens. Et on voit donc qu'ils sont marqués aussi par les signes cardinaux. Vous voyez, avec un ascendant Cancer, avec la Lune d'ailleurs qui correspond au peuple, hein. Voilà. Et donc là, on a le roi, en fait, hein, c'est-à-dire le dirigeant syrien, qui est d'ailleurs, Bachar, il est du signe de la Vierge en plus, hein. Donc, et on voit une tête du dragon avec Neptune. Donc là, on voit, il y a eu Uranus, Pluton qui a pris en tenaille, hein, en fait, cette partie-là, la partie en signe cardinal. Et puis, paradoxalement, hein, on a aussi Pluton qui soutenait, malgré tout, hein, depuis le début, depuis 2008-2009, mais surtout même en 2011 encore, hein, qui a soutenu le thème de la Syrie. C'est pour ça qu'en fait, contrairement aux autres pays, hein, la Libye, puis un peu plus loin dans le temps, l'Irak, etc., hein, ils n'ont pas fait long feu. La Syrie, vous voyez, a tenu bon parce qu'elle a été soutenue, bah, notamment, vous avez vu, par la Russie, etc., hein. Donc là, on peut supposer que Pluton peut symboliser peut-être la plutocratie, mais plutôt ou la puissance russe, hein, la puissance des oligarques russes. Voilà, donc, et donc il y a une montée en puissance, puisque Pluton séjourne en ce moment autour du 20e degré, et là vous voyez qu'on y est, hein. Vous voyez 22 degrés, soleil avec tête du dragon. Donc par contre, voilà, on a toujours Pluton qui est toujours en opposition, toujours Pluton, bah, qui est au carré de Mars, donc forcément attention. Puis on a eu surtout la période très difficile, c'est quand on a eu le grand carré hanté Jupiter, Saturne en Sagittaire, et on a toujours Neptune, hein, donc voilà, qui s'oppose. Donc là, avec un carré, etc., là c'était très noir, hein. Pour le peuple surtout, ça a été très 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 difficile. Et là, ça a continué. Puis aujourd'hui, maintenant, on a Saturne qui soutient. Donc là, ça va être très difficile aujourd'hui les déboulonner, d'autant qu'on va avoir vraiment ce retournement de situation avec Uranus, hein, qui va être vraiment en taureau et qui va soutenir la Vierge. C'est-à-dire qu'on va avoir, sur l'année 2020, on va avoir Jupiter, Saturne, Pluton, soutien au roi, soutien donc à Bachar. Uranus, pareil, même avec le cancer, si vous voulez. Donc là, ça va être, vous voyez, l'année 2019 risque d'être encore très très difficile. C'est une année charnière, hein, de retournement de situation avec Jupiter, pour le moment encore. Mais ensuite, normalement, l'année 2020, ou en tout cas à la fin, hein, autour du mois de décembre, 3 décembre, à partir de 3 décembre, là on aura vraiment, hein, en terre, ça va vraiment y aller. Ça va soutenir beaucoup plus, hein, le thème de la Syrie. Et voilà, si on regarde le thème de Bachar, hein, c'est pareil, hein. Sur le thème de Bachar al-Assad, 11 septembre 65, Damas, donc Syrie, on n'a pas l'heure. Donc, voilà, hein. Donc là, on voit, c'est un thème qui est accidenté. C'est la génération des années 65-66, hein. Ils avaient Saturne. Les Vierges, c'est difficile parce qu'ils ont d'un côté, ils sont soutenus par Pluton, Uranus. Donc voilà, c'est des astres extrêmement puissants. Donc ça donne beaucoup de puissance, hein, au signe de la Vierge. Parce que la Vierge, c'est plutôt un signe réservé, plutôt timide. Mais là, cette génération-là est réputée justement pour avoir quand même beaucoup d'épaisseur. Et là, avec Saturne, donc c'est vrai que c'est difficile. Donc on voit Lune en Poisson, ok. Mais par contre, vous voyez Mars, planète de la guerre, en Scorpion. Donc c'est-à-dire que c'est un fin stratège quand même, d'un certain côté. Et puis surtout, avoir Mars dans son deuxième, c'est le deuxième maître, hein, du Scorpion. Voilà, qui fait écho avec Pluton qui est sur son Soleil. Donc on peut comprendre, hein, on a eu que les puissances de l'OTAN aient eu du mal à le déboulonner, hein. Voilà. Parce que plus vous poussez quelqu'un qui a Mars en Scorpion dans ses retranchements, plus il va s'accrocher et plus il va aussi vous en faire voir, quoi. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà. Et donc là, il y aura le soutien Saturne-Pluton qui soutient l'axe Poisson-Vierge, et puis à nouveau Uranus. Vous voyez? Donc là, soutien normalement. Donc
donc pour Monsieur Bachar al-Assad. Donc là, il peut y avoir, attention, donc, des retournements de situation où la Syrie qui était en passe de carrément s'écrouler, et ben, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Donc voilà, petite transition sur l'actualité. Donc Israël aurait détruit des missiles iraniens lors de ses frappes près de Damas. Donc là, on voit bien que les autorités israéliennes essayent aussi de déstabiliser le régime iranien. Et moi, ce que j'avais dit, attention, c'est que ça risque vraiment de se retourner contre eux. C'est ce que je mettais dans le passé. Donc l'année dernière, j'ai mis «Je sens une menace» sur cet État qui a été fondé le 14 mai 1948 à 16h47 à Tel Aviv, taureau ascendant scorpion. Donc surtout, en plus dans les années 2021, mais parce qu'on a en fait un terrain de fragilité sur l'axe du signe fixe, taureau, scorpion, lion. Et avec le retour du cycle Saturne-Uranus en dissonance, Verseau-Taureau, ça pourrait provoquer de sérieux dégâts et sérieux revers. Donc attention, d'autant que si on se place maintenant sur le thème de l'Iran, alors on jette un petit coup d'œil rapide sur le thème de l'Iran, 1er avril 1979. Donc c'est un thème bélier avec un ascendant sagittaire. Voilà, vous voyez, sagittaire, donc on risque beaucoup de parler de l'Iran, forcément, de plus en plus. Voilà, puisqu'on va avoir Jupiter. Vous voyez, on retrouve à chaque fois le Sagittaire pour les États-Unis. Donc là, il risque d'y avoir pas mal de soucis. Donc on a par contre Pluton, Saturne, Pluton notamment, qui arrive progressivement, qui est en Capricorne, qui va soutenir Mars. Par contre, le maître, si vous voulez, du Bélier. Par contre, on a bien Saturne, Pluton, donc, qui attaque. On voit d'ailleurs, on remarque bien, Saturne, c'est les lois aussi qui empêchent les transactions. Vous voyez, on retrouve à nouveau cette idée aussi d'extraterritorialité des États-Unis, voilà, qui sanctionne donc le régime iranien, qui est sur la sellette, de toute façon qui est planifié. Ça c'est quelque chose qui est planifié depuis des années, depuis les années 90, fin des années 90, comme je vous l'ai expliqué en préambule. Ça a été planifié par les Faucons, et là il suffit de se baser par rapport aux déclarations du général Kark, ancien général des forces armées américaines, voilà, qui dévoile le topo rose, qui dit que les États-Unis avaient prévu d'attaquer 7 pays, tout simplement. Alors forcément, aujourd'hui, si vous dites ça, ils vont dire «Ah bah non, c'est pas vrai», etc. Puis après, on se rend compte que on a eu encore les mêmes, toujours les démentis qui ont été faits sur la guerre en Irak. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde admet, vous avez vu, il y a une émission qui est passée là récemment d'ailleurs encore sur RMC que je vous conseille vraiment de regarder. Si elle repasse, ou vous pouvez peut-être la trouver sur Internet, où carrément ils vous parlent même de fake news, des débuts des fake news. Voilà d'où viennent les fake news. C'est-à-dire que les Américains ont produit que du faux, du faux, du faux. Voilà, et donc il est fort probable que, c'est même certain, pour la Syrie, etc., vu tout ce que je viens de vous dire, et puis pour l'Iran, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de mensonges. Même si personne, encore une fois, je dis bien personne n'est blanc ou noir dans cette histoire-là, vous l'avez bien compris, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce préambule-là, de rappel historique sur les origines de la guerre, notamment en Syrie, pour expliquer très bien que c'est toujours une affaire d'argent. Puis bon, derrière, c'est toujours le peuple qui trinque, qui subit et qui trinque. Donc, alors, concernant maintenant le thème, donc là, on voit cette montée, ce soutien, donc vous voyez, Mars, la planète de la guerre. Donc là, forcément, il y a beaucoup de... C'est un thème qui est extrêmement accidenté. On retrouve, puisque c'est un thème aussi qui a été fondé le 1er avril 1979, donc c'était la révolution islamique. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, le poisson, Mars poisson, avec le lien avec Neptune. Voilà. Donc, et donc le dogme, les lois, Saturne, donc dans le signe de la Vierge, en maison 9, maison 9, donc qui est en lien avec le Sagittaire. Sagittaire, donc qui est le signe de la religion, notamment. On retrouve d'ailleurs Neptune, d'accord. Donc là, ça devrait être une période quand même compliquée pour l'Iran, de toute façon, quoi qu'il arrive, vu le thème, comment il est façonné. On retrouve d'ailleurs les États-Unis, si vous faites une superposition des cartes, vous verriez que Saturne fait une opposition au Soleil, grosso modo, avec quand même pas mal de degrés d'écart, mais il y a bien Saturne qui s'oppose au Soleil du thème iranien. Et puis on a également Neptune aussi, pas très loin,
hein, dans cette sphère-là. Il y a une superposition, parce qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux un ascendant sagittaire, de toute façon. Donc là, ça montre bien que leur destin, le destin est lié et qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc après, toujours difficile de démêler le vrai du faux. Moi, ce que je sens, c'est que les Iraniens, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Ça va être très difficile de les déboulonner. Comme je vous le disais, les États-Unis maintenant n'ont plus les moyens d'aller directement et de faire la guerre comme ils avaient pu le faire par exemple avec Saddam Hussein, hein, dans les années 91 et 2003. Donc là, c'est par puissance interposée comme ils le faisaient aussi à une époque, hein. Ils n'ont pas toujours, après la guerre du Vietnam, les revers qu'ils ont eus, etc., hein. Ils faisaient ça aussi avec l'Irak, l'Iran, dans la guerre des années 80. Et là, après, ils ont aussi recommencé à intervenir plus directement. Et puis maintenant, vous voyez, à cause de tous les problèmes aussi qu'ils peuvent avoir financièrement, etc., donc ils soutiennent plutôt. Donc il y a le soutien d'Israël, il y a aussi, on pourrait parler de l'Arabie Saoudite. Alors là, l'Arabie Saoudite, attention, on sent que le jeune, le nouveau, là, Ben Salman, jeune prince, donc qui est en train petit à petit de se rapprocher aussi de Poutine, il doit sentir le vent tourner. Mais on voit les sanctions, comme je vous ai dit, les États-Unis, c'est une bête blessée, donc attention aux bêtes blessées, etc. Voilà, voilà, je m'arrêterai là pour le décryptage, parce que de toute façon, après vous suivrez ça par vous-même, donc au travers, mon avis, moi je vous conseille toujours, c'est de jeter un coup d'œil toujours sur les médias alternatifs pour vraiment comparer, parce que vous allez entendre beaucoup, beaucoup de mensonges, hein. Alors la Chine, eh ben, la prophétie de Alain Perfit, hein, qui disait en 73, il me semble, j'ai plus l'année, mais qui disait quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Effectivement, le monde est en train de trembler, puisque la Chine est en train de... Ça fait un moment maintenant, hein, qu'elle s'est éveillée. L'Empire du Milieu est en train de prendre de plus en plus de force, de plus en plus de puissance. Donc, bien entendu, il reste encore instable économiquement, socialement, mais c'est vrai que je disais, hein, que dans les années 2018-2023, et surtout avec 2020, on a Saturne-Pluton, donc, puisque le thème de la Chine est marqué par ce cycle-là, hein, donc ce colosse qui était pour le moment dans le passé au pied d'argile, hein, qui était l'usine du monde, est en train de prendre de l'ampleur et s'affirme comme un leader mondial. Donc sa monnaie pourrait devenir à un moment donné une référence. En tout cas, tous les yeux sont braqués vers la Chine. Donc c'est un pays magnifique, voilà, mais très contrasté, avec beaucoup, beaucoup de choses, hein, qui peuvent être par contre en revanche pas toujours bien vues et même qui peuvent être un peu effrayantes. On va s'en expliquer tout de suite. Vous avez le fameux système de notation sociale, notation des citoyens qui serait mise en place là pour 2020. Donc il y aurait des points en plus, par exemple pour les habitants qui achèteraient des produits chinois, qui seraient très performants au travail ou qui écriraient par exemple un article vantant les mérites, hein, du patriotisme chinois, les mérites de l'économie nationale. Et à l'inverse, hein, c'est un système de bonus-malus, hein, des points en moins. Donc pour les personnes justement qui critiqueraient le système, etc. Vous voyez, même carrément, on a la reconnaissance faciale, on a tous les moyens technologiques modernes, hein, comme les caméras qui sont utilisés, hein, pour fliquer les Chinois. Donc ça, c'est quand même... On retrouve, hein, le côté à la fois stakhanovisme, c'est-à-dire les vestiges un petit peu du régime communiste, hein, puisque la Chine a longtemps été communiste, et en fait elle allie un petit peu les deux, c'est-à-dire il y a un mélange de capitalisme et de communisme, hein, qu'on retrouve là dans tout ce système-là, donc ce mélange-là il est assez particulier, hein, quand même, hein. Donc voilà un petit peu pour la Chine. Je pourrais vous en dire un petit peu plus. Alors concernant la place de toute façon donc, la Chine, moi j'ai vu aussi, hein, donc ça c'est dans la presse, on voit que la Chine achète, hein, de plus en plus d'or, un peu comme les Russes, hein. Donc voilà, ça c'est aussi un moyen de se débarrasser aussi du leadership, hein, de l'étau, de la relation étroite avec les États-Unis, et la Chine aussi un peu le banquier des États-Unis. Donc c'est vrai que les Américains, notamment Donald Trump, par moment, il a beaucoup frappé sur les Chinois. On voit qu'ils sont quand même restés assez calmes. Alors moi, par contre, je vois aussi un conflit qui pourrait naître du côté de la Chine, mais c'est pas pour tout de suite. La Chine et la Russie, dont on va dire quelques mots, vont encore plus prendre de la puissance, surtout avec l'arrivée de Pluton en 2023
En verso, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que on a vu la crise, hein, une crise sévir en Russie, notamment du rouble, hein, dans les années 98, et également en Chine, etc. Dans ces années-là où on avait Uranus-Neptune, hein. Et on voit que la Russie, un astrologue, j'avais déjà montré ça sur une autre vidéo, qui avait fait un travail remarquable sur la Russie, sur le thème russe, etc., sur les cycles planétaires. Et donc, pour moi, en tout cas, il y a de fortes probabilités de toute façon que la Chine, la Russie, tout ça, c'est sûr que ça va vraiment prendre le dessus, hein, sur tout le reste, mais dans les années plutôt 2020, 2023 surtout, à partir de ce moment-là. Et donc je disais qu'il pourrait y avoir un conflit qui pourrait naître du côté de l'Extrême-Orient, plutôt du côté de la Corée, et la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors, je dirais méfiance, hein, parce que c'est vrai que là, pour le moment, on voit la Corée du Nord et la Corée du Sud, hein, qui affichent plutôt une entente cordiale. Les relations semblent se détendre. Pareil, hein, moi j'avais publié plusieurs articles en expliquant que ce serait, ben d'ailleurs on en a beaucoup entendu parler, hein, qu'il y aurait vraiment un moment très difficile à passer, peut-être avec la Corée du Nord. La Corée du Nord qui a longtemps menacé les États-Unis pendant des années, y compris notamment dans les années 2003, où les États-Unis étaient focalisés sur l'Irak, hein, ils voulaient absolument faire la guerre en Irak, mais l'Iran pourtant était beaucoup plus, pardon, la Corée du Nord était beaucoup plus menaçante, et ils ne sont jamais tournés vers ce pays-là. Or là, aujourd'hui, ce signe de détente, voilà, moi je le sens, je m'en méfie dans le sens où dans l'histoire aussi, on a eu des signes comme ça de détente. C'était entre, à l'époque, Bill Clinton, Boris Yeltsin. Vous vous souvenez, hein, cette image-là assez étonnante de voir, en tout cas pour les gens qui sont de ma génération, hein, qui ont connu un petit peu la fin de la guerre froide, de voir le dirigeant russe et américain, voilà, se taper une franche partie de rigolade, avec aussi Yitzhak Rabin et Yasser Arafat qui se font des politesses, où on voit qu'il y a vraiment, on avait l'impression que ça y est, le monde allait basculer vers la paix, hein. Ça c'était voilà, dans ces années-là. Et puis vous voyez, quelques années plus tard, hein, qu'est-ce qu'on a eu? Ça a été pire. Donc voilà, c'est pour ça que je me méfie beaucoup de ces périodes comme ça, de détente affichée, de paix. Tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre. Mais disons que voilà, l'expérience et aussi le ressenti que j'ai, puisque la Corée du Nord, comme je le disais tout à l'heure, hein, maintenant, ils ont des ressources souterraines qui sont assez importantes et qui sont stratégiques. Donc c'est aussi pour ça que il y a un focus qui est mis sur ce pays. Donc on verra ce que l'avenir nous dit, hein. En quelques instants de l'Inde, aussi c'est un pays très important qui est en train d'émerger aussi, hein, énormément sur la scène internationale. Donc on va regarder tout à l'heure le thème très rapidement, mais je ressens en fait un conflit intérieur ou avec un pays voisin de la région, donc attention, hein, j'avais mis des tensions ethniques ou religieuses, hein, qui pourraient sévir dans ce magnifique pays, hein. Le thème de l'Inde, 15 août 1947 à minuit 1, New Delhi, c'est un thème Lion, ascendant Gémeaux. Voilà, donc là, donc on va avoir... alors déjà, je ressentais aussi un problème monétaire, comme il y a eu, hein, d'ailleurs dans le passé assez récent, où la population a été stupéfaite de voir en se levant le matin qu'il y avait certains billets de banque qui n'avaient plus cours. Donc là, il pourrait y avoir à nouveau dans le futur un problème monétaire. Là, on voit la Vénus, hein, Vénus qui est une... vous voyez, on retrouve Mercure, Saturne, Saturne, Vénus, hein, Saturne, Vénus, Saturne c'est l'état, Vénus la monnaie. Hein, de toute façon, la monnaie c'est l'envers, c'est la face. On a la face pile, la face face, hein, de la monnaie, et donc on a Pluton, Mercure. Donc attention, je dirais dans les années qui arrivent, il pourrait y avoir un autre problème monétaire concernant l'Inde, hein. Également un conflit, donc là je viens de l'annoncer, d'autant on a un ascendant en Gémeaux, donc là on va avoir Jupiter en Sagittaire, donc Jupiter en Sagittaire, normalement qui est censé apporter la bonne fortune, la chance, la réussite avec les partenaires, avec l'exportation notamment. Donc là c'est plutôt pas mal, si vous voulez, quand on prend de manière générale, on va beaucoup parler de l'Inde en disant que ils sont en train de réussir, hein, sur le plan commercial, un peu comme la Chine, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une bourgeoisie aussi en Inde aussi qui est très importante, mais là pareil, c'est des pays très disparates où vous avez une grande bourgeoisie,
Hein, vous avez en plus là-bas le système de caste, etc. Donc du coup, c'est toujours très disparate. Donc il faut voir après, quand vous savez, quand la population, on a une partie qui réussit, une élite ou une bourgeoisie qui réussit, puis après le reste qui est laissé pour compte dans la pauvreté. Souvent, c'est quand même, c'est là où les conflits dégénèrent. Et vous voyez, là, on a un axe de fragilité, hein, voilà un triangle. Et donc là, attention au pourtour de l'année 2023. Pluton qui va venir activer cette partie-là. D'accord? Même dès 2020, 21, hein, on va avoir Saturne, Saturne, Uranus. Uranus en maison 12, voilà, et Saturne, d'ailleurs, vous voyez, en maison 9. Maison 9, c'est en rapport avec l'étranger, donc ça peut être effectivement un conflit avec un pays voisin, par exemple. Hein. À voir, mais en tout cas, vous voyez que le thème est quand même très tendu. Hein. On aurait pu aussi parler du Brésil. Je vous avoue que je ne me suis pas trop penché sur le Brésil, mais on sait certainement qu'on en parlera beaucoup. De mémoire, je sais c'est un thème vierge avec pas mal d'éléments en gémeaux. Donc il faudra voir avec le nouveau dirigeant Bolsonaro. J'essaierai de faire un papier un peu plus tard dans le temps pour ceux qui me font l'amitié de me suivre ou voir une petite intervention vidéo quand j'aurai creusé un petit peu plus le sujet ou que j'aurai une inspiration. En Maroc, hein, je ressens aussi que le jeune, je sens beaucoup d'instabilité. Voilà, on a un roi qui est toujours là, Mohamed VI. Hein. Mais voilà, mon ressenti depuis longtemps, c'est que le fils pourrait éventuellement soit prendre la succession plus rapidement que prévu, ou vous voyez, il y a quelque chose qui tourne autour de ça en tout cas. Donc là, je ne veux pas alarmer nos compatriotes qui sont d'origine marocaine, quoi. Hein. Je peux me tromper, mais voilà, il y a quelque chose qui me laisse penser. Quand j'avais fait le thème d'ailleurs, il me semble, hein, on va regarder rapidement le thème de Mohamed VI. Je vais vous dire ça. Hein. Voilà, donc on est sur le thème du roi Mohamed VI. Voilà, donc on voit une opposition Soleil-Saturne. Soleil-Saturne, Soleil-Vénus, Saturne. Voilà, hein, enfin, voilà, le ressenti que j'ai, c'est plutôt dans les 2 ans qui arrivent. Il va y avoir des petites difficultés pour le roi. Donc voilà, je ne veux pas plus me prononcer que ça, mais voilà, en tout cas, moi j'ai ressenti le fils peut-être être beaucoup plus soit à ses côtés, ou on voit le fils en tout cas beaucoup plus apparaître. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire que, non, ou alors soit parce qu'il est là pour le... Forcément, il faut qu'il lui donne la succession, donc il lui apprend des choses, ou il y a quelque chose en tout cas qui tourne autour du fils. Voilà, c'est ce qu'on me dit un petit peu autour de moi dans mes guides, donc on verra un petit peu ce que ça donne dans le futur, mais c'est vrai que son thème est pas, on voit qu'il est pas très solide, puis il va y avoir Uranus là qui va torpiller un petit peu le côté lion, mais c'est pas tout de suite, c'est dans les 2 ans qui arrivent, donc à voir dans le futur. Hein. Concernant la Russie, je vais être très bref. Hein. Donc la Russie va vraiment, on en a déjà parlé, va vraiment dominer la scène internationale. On a quelqu'un, Vladimir Poutine, donc qui est vraiment quelqu'un d'imprévisible aussi, fin stratège, donc il saura défendre dans les positions les intérêts de son pays. Donc là, voilà. Mais par contre, il va être constamment entouré par les forces de l'OTAN, comme on le voit en ce moment. On voit des tensions continuer avec l'Ukraine, etc. Donc ça va perdurer. Mais voilà ce que j'avais à vous dire. Et aussi sur l'Algérie, donc 3 juillet 62 à 10h07, donc c'est un thème cancer, cancer ascendant vierge, avec d'ailleurs Pluton hein, qui domine l'ascendant, donc Pluton qui symbolise bien les ressources souterraines, les hydrocarbures. Donc là, moi, ce que j'avais dit, c'était que l'après-Bouteflika, alors on a vu que Bouteflika, il veut se représenter, donc ça s'annonce quand même assez compliqué, on parlera beaucoup de crise monétaire, pénurie de l'eau, donc c'est vrai que le pays, comme un peu le Venezuela, très dépendant aux hydrocarbures, et qui fragilise forcément la position. C'est vrai que Bouteflika, il a quand même fait un petit peu, je dirais, le marteau, entre le marteau et l'enclume. Alors là, je parle sous le contrôle peut-être des gens qui sont d'origine algérienne, qui m'écoutent ou qui sont carrément d'Algérie, ils connaissent beaucoup mieux le pays que moi, hein, les subtilités politiques. Mais il me semble quand même que Bouteflika, il a quand même apporté beaucoup, notamment la concorde civile, parce que l'Algérie sortait quand même d'une période très très difficile dans les années 94. Là, on pourrait retrouver d'ailleurs, hein, c'est ce que j'ai mis sur mon blog au moment des prévisions. Donc attention, comment dire, j'ai un attentat. Et donc je disais aussi que ce pays, ben, forcément, hein, qui est incrusté dans une région qui est très instable hein, géopolitiquement, sous une menace terroriste extérieure, intérieure, et convoité pour ses ressources pétrolières et gazières, attention, et puis pour ses positions aussi entranchées sur le plan international, même si effectivement Bouteflika est quand même quelqu'un qui a été très diplomate, qui a su faire le tampon entre les généraux qui commandent et puis la population, mais malheureusement,
c'est toujours difficile d'avoir... Il y a eu un développement notamment agricole, etc. hein, parce que l'Algérie a beaucoup misé à l'époque, hein, quand ils étaient plutôt sous influences russes de l'Union soviétique. C'était l'industrie, les industries industrialisantes. Hein. C'était ça la politique à l'époque. Et là aujourd'hui, ils ont quand même rattrapé un peu le retard, mais c'est pas suffisant. Donc il risque quand même d'y avoir des sacrés soucis. Et on voit d'ailleurs au niveau de la carte du ciel. Donc là, cette année, donc on a Saturne. Hein, il y a une opposition, Saturne-Pluton. Et donc Uranus. Hein, Uranus, là, qui pourrait à un moment donné, dans les années qui arrivent, il peut y avoir, attention, un conflit, il peut y avoir quelque chose. C'est pour ça que pour moi, l'Algérie devrait, pour moi, ça c'est un conseil que je donnerais, c'est vraiment de continuer des réformes, de faire quelque chose pour donner encore plus la parole hein, au peuple, pour les mettre avec et pour pas qu'ils subissent la même chose que les Tunisiens, que la même chose que ce qu'on a appelé le fameux printemps arabe, qui n'a rien de printemps, rien de printanier, qui était une révolution, tout ce qu'il y a de plus fomenté hein, par les puissances de l'OTAN, voilà, pour mettre à leur main des régimes voilà, qui sont pas du tout, on va dire, recommandables pour le peuple, parce qu'on a vu l'évolution. Donc attention à l'Algérie, quoi. Voilà, moi, ce que j'aurais à dire. Pour l'élection, j'ai vu donc, qu'il se représentait Bouteflika. Honnêtement, c'est risqué, parce que c'est quand même quelqu'un qui a 81 ans, qui est âgé, et voilà, donc ça donne pas... il ferait mieux de laisser sa place et voilà. Donc moi je ressens hein, quelque chose qui sera où les peuples ne sera pas content en tout cas sur cette élection-là. Ils peuvent ne pas être forcément très satisfaits. Donc attention à l'Algérie. Voilà, je terminerai cette session-là. Je vous retrouve pour l'Europe, pour l'Union européenne, le Brexit et tous les derniers sujets de cette série de vidéos.